La mort de Madame Lamballe, le 3 septembre 1792. Pour cette premier épisode des pires atrocités françaises, je vais vous parler de Madame Lamballe, l'histoire de Madame Lamballe qui était la reine de Lamballe. En réalité, je vous ai déjà parlé de son histoire. On a vu une partie de son histoire pendant la vidéo d'Halloween que j'avais fait. Et ben, elle faisait partie des personnes qui avaient tenu en leur possession le diamant d'Op. Elle était dans la vidéo. Mais justement, en faisant cette recherche pour la vidéo d'Halloween, et bah, en lisant son histoire à cette personne, je me suis dit waouh, il faut vraiment que je fasse une vidéo que sur son histoire à elle. Donc du coup, j'en ai profité pour mettre cette série en place et en même temps pour parler en avant-première de son histoire à elle. Donc du coup, je vais vous raconter la première histoire des pires atrocités françaises, la mort de Madame de Lamballe. Alors Marie-Thérèse Louise de Savoie, dite Madame de Lamballe, se retrouve veuve à 19 ans. Effectivement, son mari Louis-Alexandre de Bourbon, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, meurt. Du coup, Madame de Lamballe se retrouve veuve et reine de Lamballe. Elle se trouve liée d'une très grande amitié auprès de Marie-Antoinette, qui plus tard devenue reine en épousant Louis XVI, la nomma surintendante de sa maison. Elle lui sera vouée jusqu'à la mort. Sur les 8 h du matin, le 3 septembre 1792, deux gardes nationaux pénètrent dans la chambre de la princesse de Lamballe à la prison de la Force. Sans égard pour son air défait, il lui intime l'ordre de les suivre pour être transféré à la prison de la Baye. Arrêtée le 10 août précédent aux Tuileries avec le couple royal, la surintendante de Marie-Antoinette a une mine de déterré. Elle n'a pas dormi de la nuit, ou si peu. Elle a rêvé que Marla l'égorgeait sur un morceau de cadavre avant de lui dévorer le cœur. Elle ne veut pas quitter sa cellule. Les rumeurs des massacres opérés depuis la veille dans les prisons parisiennes sont parvenues jusqu'à elle. Toute la nuit, elle a entendu les cris, des hurlements, les roulements de tambour, les injures et les râles. Car il faut savoir que tout ça se passe pendant la Révolution française. À l'époque, tous les nobles, on les a attrapés, on les a fait guillotiner, on les a jetés dans les cages jaunes. Les nobles, après avoir tous été accusés de trahison, ont été guillotinés pour la plupart. En tout cas, le peuple se rebelle, le peuple en a marre, et on les attrape tous et on les guillotine tous. Voilà pourquoi elle se retrouve en prison, arrêtée en même temps que la famille royale. La tuerie aurait été provoquée par la folle rumeur d'un complot aristocratique. Il se murmure que des royalistes auraient planqué des armes dans les prisons pour fomenter une contre-révolution. Le peuple mené par des sanguinaires sans culottes égorgeait des centaines de nobles, mais aussi des prêtres, des femmes et des enfants. Ils sont éventrés, démembrés, hachés, piétinés, désossés et même bouffés. Ce matin-là, le soleil hésite à se lever, répugnant à illuminer un Paris rougi par les massacres. Alors attention, une fois de plus, je tiens à préciser que tout ce que je dis là, tout ce que je raconte, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé pour de vrai, c'est pas des conneries ce que je vous raconte. Donc il y a réellement eu des actes par exemple de cannibalisme, pour vous dire, en plein Paris. Comme quoi la France aussi a eu une époque assez trash quand même. Les deux gardes nationaux se sont retirés pour aller chercher des ordres. Pendant ce temps, la foule rassemblée autour de la prison commencèrent à scandaler le nom de Lamballe pour réclamer sa mort. Celle-ci tombait évanouie. Sa femme de chambre, qui n'a voulu la quitter, l'a fait revenir à elle. Elle délire. Vers 11 h, la porte s'ouvre avec fracas, poussée par les deux mêmes gardes nationaux qui lui ordonnent de venir à l'instant parler à des commissaires de la commune qui l'attendent au greffé. Alors là, il y a Madame de Lamballe qui se retrouve dans sa cellule avec les gardes qui ouvrent la porte en lui disant « Maintenant c'est l'heure, faut que tu viennes répondre des crimes auxquels on t'accuse. » Le temps de passer une robe blanche toute simple et d'enfermer sa magnifique chevelure blonde dans un bonnet de coton, elle les suit. Comme elle hésite encore, il l'empoigne sans ménagement par le bras. Dans le greffé, plusieurs sinistres membres du comité de surveillance de la commune du 10 août, ceints de leur écharpe, jugement les détenus à la chaîne aussitôt condamnés à mort. Ils sont égorgés par des hommes couverts de sang. À la vue des cadavres et du sang, la princesse de Lamballe s'évanouit de nouveau. Sa femme de chambre la relève. À son réveil, les menaces reprennent de plus belle. Elle perd de nouveau connaissance. Elle se tord sur le sol. Madame de Lamballe rejoint la cour, du coup, accueillie par une foule qui clame sa mort. Et du coup, elle s'évanouit à plusieurs reprises avec sa femme de chambre qui la connaît depuis la naissance. C'est sa femme officielle qui la relève à chaque fois qu'elle tombe dans les pommes, qu'elle s'évanouit, quoi. Elle arrive quasiment pas à marcher, elle a une mine de déterré, elle a quasiment pas mangé parce qu'elle
Ce qu'elle voit en regardant, en rentrant dans la salle, elle voit les autres se faire juger, se faire égorger aussitôt. Donc elle se dit, ça va être mon tour. Enfin, la voilà en état de répondre. Si vous ne jurez pas, vous êtes morte. Un juge brandit 3 lettres qui ont été trouvées dans le bonnet, dont une de Marie-Antoinette. L'interrogatoire débute. Qui êtes-vous? Marie-Louise, princesse de Savoie. Votre qualité? Surintendante de la maison de la reine. Aviez-vous connaissance des complots de la cour au 10 août? Je ne sais pas s'il y avait des complots au 10 août, mais je sais que je n'en avais aucune connaissance. Jurez la liberté, l'égalité, la haine du roi, de la reine et de la royauté. Je jure facilement les 2 premiers. Je ne puis jurer le dernier, il n'est pas dans mon cœur. Entendant cette réponse, un ancien valet de la chambre de la princesse, mêlé à la foule, se penche vers elle. « Madame, jurez donc, si vous ne jurez pas, vous êtes morte. » La princesse se tait. Alors le juge prononce la phrase « Qu'on élargisse, madame !» Comment faut-il interpréter cet ordre? Certains le prennent au premier degré. Le tribunal fait relâcher la princesse, celle-ci sort donc par le guichet. Voyant les cadavres des détenus assassinés, elle aurait été prise d'un malaise. Au final, on ne sait pas trop ce que le juge a voulu dire par cette phrase, élargissez-la. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont libérée, elle commence à sortir, donc devant la foule avec les personnes qui l'accompagnent. Elle sort de la salle, elle est dehors, elle est à l'extérieur, toujours avec la foule autour. Et là, Madame de Lamballe va être prise par... en voyant les cadavres des nobles égorgés de partout dans Paris, par terre, surtout qu'une princesse n'a jamais vu ça de sa vie. Alors elle va encore être prise à s'évanouir par terre, elle s'évanouit de nouveau, elle retombe une fois de plus par terre. En voyant les cadavres des détenus assassinés, elle aurait été prise d'un malaise. Pour certains, la phrase du juge est un code arrêté avec les tueurs pour les appeler à frapper. Madame de Lamballe sort donc de la cour de la prison. Quelqu'un lui recommande de crier « Vive la nation !» Mais la vue des cadavres lui fait dire « Fille l'horreur !» Elle ajoute « Je suis perdue !» Aussitôt, un garçon de la foule, perruquier ivre, tente de lui enlever sa perruque à la pointe de son sabre. Ils font le front de la malheureuse qui s'effondre en sang. Alors ça, c'était une petite blessure, hein, ça ne la tuera pas, attention. Il a voulu l'emmerder avec la foule qu'il y avait autour d'elle, donc il a brandi son sabre, et en essayant de lui enlever sa perruque, eh ben, il lui aura tranché un bout du front, enfin il lui aura fait une entaille sur le front, et donc elle saigne, mais ça reste une petite blessure. C'est une blessure, mais ça reste une petite blessure. 2 hommes grimaçant de haine la saisissent sous les bras pour l'obliger à marcher sur les cadavres. Elle est au bord de la syncope. Les assassins hésitent quelques secondes, mais un certain Charlat, tambour de son état, lui porte un terrible coup de bûche à la tête qui l'étend raide. De multiples coups de pique l'achèvent. Alors voilà pour la mort de Madame de Lamballe, mais la cruauté ne finit pas là, au contraire, elle va commencer maintenant, alors que Madame Lamballe est morte. Et c'est de là qu'on va commencer à pouvoir voir le vice que l'humain a en lui quand même. Attention pour ceux qui sont fragiles, à partir de maintenant ça va commencer à devenir hard. Le nègre Delorme, ramené de Sainte-Dominique par Fournière, l'américain, s'empare du cadavre pour la déshabiller et éponger le sang afin d'en faire admirer la blancheur aristocratique. Ses gros doigts violent la morte, il est hilaré. La foule s'époumonne, les yeux brillent d'une fureur incontrôlable. Les gorges hurlent des insanités, les bras dessinent des obscénités. Un garçon boucher nommé Alire s'empare de la tête de la princesse, qu'il sectionne adroitement avec un long couteau de boucher. C'est atroce. L'homme s'enfuit avec son butin sous le bras. Bientôt, il plantera la tête sur une pique. Pendant ce temps, on continue de profaner le corps dénudé de la princesse. On lui découpe les seins. Le même Charlat déchire les entrailles et arrache le cœur. Plus horrible, un inconnu découpe le sexe qu'il porte à sa bouche pour en faire une moustache. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fantasmé ? On ne le sait pas, mais ce qui est certain, c'est que la princesse de Lamballe rêvait d'une cérémonie mortuaire moins agitée. Pendant ce temps, la troupe qui s'est emparée de la tête et du cœur entreprend une tournée de Paris pour montrer son trophée. Premier arrêt chez un marchand de vin. Les égorgeurs déposent Madame de Lamballe sur le comptoir pendant qu'ils vident des pichets de vin. Celle-ci les regarde avec désapprobation. Après avoir obligé le tenancier à boire, la troupe repart. Deuxième arrêt chez un perruquier pour qu'ils accommodent la tête de Madame de Lamballe. Menacé de mort, il lui faut obéir. Il lave la longue chevelure blonde collée par le sang, la tresse et la poudre. « Au moins maintenant, Antoinette peut la reconnaître !» lance malicieusement quelqu'un. Le cortège prend la direction de l'abbaye de Saint-Antoine pour présenter la tête et le cœur à l'abbesse.
ancienne amie de la princesse. Cette politesse effectuée, Charla, qui tient toujours la pique, prend la direction de l'hôtel de Toulouse, demeure de la princesse Lamballe. On va faire baiser à 7 ces beaux meubles. Mais ils s'y renoncent pour se rendre aux Tuileries. Comme on ne les laisse pas rentrer avec leurs sanglants trophées, ils font demi-tour. C'est alors que surgit l'idée de se rendre à la prison du Temple pour insulter et effrayer le couple royal. 3 heures viennent de sonner. Sortant de table, Louis XVI et Marie-Antoinette font une partie de tric-trac. Ils entendent une rumeur enflée. Des tambours battent. Bientôt le cortège est sous leurs fenêtres. Des hurlements. Que se passe-t-il? Un garde municipal qui découvre le spectacle hideux renferme aussitôt les fenêtres et les rideaux pour épargner le couple royal. L'agitation s'accroît dans la rue. On prend peur. Louis XVI exige de savoir ce qui se passe. Un jeune officier répond: « Eh bien monsieur, puisque vous voulez le savoir, c'est la tête de Madame de Lamballe qu'on veut vous montrer. » Ces mots glacent d'horreur la reine qui s'évanouit. Ses enfants fondent en larmes. Dehors, les cris se font plus menaçants. On injurie la reine. Les gardes municipaux empêchent l'horrible cortège de pénétrer dans la prison du Temple en plaçant un ruban tricoloré sur la porte d'entrée. Colère des tueurs. Finalement, on négocie. Les assassins de la princesse sont autorisés à faire le tour de la tour du Temple où loge la famille du roi. La balade n'est pas achevée. Madame de Lamballe va maintenant se promener sous les fenêtres du palais royal pour faire un petit coucou au duc d'Orléans, son beau-frère, qui déjeune, il en perd l'appétit. Direction les halles, où un boucher s'empare du cœur, le hache et offre à la foule de le manger. Le steak tartare ne faisant pas encore partie de la gastronomie française, tout le monde refuse. Les chiens se régalent. Enfin la tête et même le corps que le barbare depuis le début traîne avec eux sont jetés sur un tas de cadavres devant le chalet. Un proche de la famille de Lamballe qui avait suivi les assassins toute la journée parviennent à récupérer la tête pour la remettre à monsieur le duc de Pétrivert, beau-père de la princesse de Lamballe qui la fera enterrer à Vernon. Voilà pour le premier épisode de cette série des pires cruautés françaises. Donc Madame de Lamballe, c'était une reine. Malheureusement, elle avait pas mérité tout ça étant donné que c'était une reine inoffensive entre guillemets. Ok, les nobles on les a tués à cette époque. Mais elle était au courant de rien au final et malgré ça, elle s'est fait lyncher quoi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse ce genre de vidéo. Comme ça, je ferai rapidement la suite de cette série. Donc un peu hard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de la monter parce que je trouve cette histoire très intéressante malgré tout. Malgré le malheur que Madame de Lamballe aurait pu avoir. Et si vous voulez que je continue ce genre de série, du coup si vous voulez que je continue rapidement la série, les épisodes des pires cruautés françaises, et ben vous me le dites dans les commentaires, vous me marquez un petit commentaire, vous me mettez un pouce bleu si ça vous a plu, un like, vous vous abonnez, vous mettez la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine vidéo, dans une semaine.